Bonjour à tous, donc on se retrouve sur Olam Life. On va rencontrer aujourd'hui Sébastien Leclerc, que je vais avoir le plaisir d'interviewer. Sébastien, est-ce que tu m'entends? Mais je t'entends. Bonjour Olivia. Bonjour. En fait, je voulais qu'on réalise cette interview parce que moi j'ai découvert ton travail, ça fait déjà un peu plus d'un an. Mhm. Et j'ai été très touchée par la spontanéité et le naturel avec lequel tu partages. Je pense que quelques-uns des auditeurs de Olam Life peut-être te connaissent. Et pour les autres, j'espère qu'ils vont avoir le plaisir de découvrir qui tu es. La première chose qui m'a touchée, c'est aussi que tu es très jeune et que tu as un parcours qui était très intense, en fait. Dans ce que moi j'ai retenu de ton parcours, c'est que c'était très intense. Il n'y avait Mhm. pas de tu t'es pas échappé à aucun moment, tu as été jusqu'au bout à chaque fois de chacune des expériences que tu as vécues. J'aimerais, pour ceux qui te connaissent pas, qu'on revienne un petit peu sur l'histoire, sur ton histoire, sur ce qui t'a emmené jusqu'à tes partages aujourd'hui, tes partages sur la spiritualité, sur la réalisation, sur le soi que tu offres aujourd'hui aux gens sur ta chaîne YouTube en toute simplicité. Voilà, j'aimerais que tu nous racontes les grandes étapes qui t'ont emmené voilà, jusqu'à ce partage aujourd'hui. Eh bien, on va faire ça. En tout cas, merci de m'avoir proposé cette interview. Et donc, les grandes étapes, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez des détails, j'ai fait déjà des vidéos où je parle de tout ça, donc il y a pas de problème là-dessus. Alors, j'ai eu une enfance, il y a des gens qui ont eu des enfances beaucoup plus dures, d'autres beaucoup plus simples, mais les grands facteurs, c'est que très tôt, j'ai souffert d'obésité morbide et tout ce qui s'accompagne, les insultes, les regards. Donc, une enfance qui est très, très dure, très dans le jugement, dans les critiques. J'ai à ce moment-là un enseignement plutôt catholique où Jésus dit aimez les uns les autres, aimez-vous et tout ça, mais quand je sortais de chez moi, je recevais pas de l'amour, quoi. Donc, j'ai très vite appris à me protéger. J'avais une vraie sensibilité que j'ai découvert beaucoup plus tard. Mais pour moi, le monde extérieur était un monde hostile parce que les regards d'une méchanceté pouvaient venir d'une vieille dame, d'une de la simple boulangère qui me regardait avec des yeux parce que voilà, très vite, je suis monté à 140 kilos pour 1,73 m à peu près. Et donc, vous imaginez que j'ai énormément vécu dans mon monde intérieur, c'est-à-dire dans le monde de la pensée. Le monde des émotions, j'étais pas vraiment en contact avec. Donc voilà, énormément de souffrance, mais qui vient, comme je dis dans mes vidéos, la souffrance, elle vient 99% du temps là. J'ai très longtemps cru que ça venait du corps. Donc il y a un moment dans ma vie où j'ai réussi à perdre du poids, où j'ai mis un ultimatum à la vie. Je me suis dit, si dans un mois je perds pas du poids, ouais, j'ai réussi à perdre 60 kilos. Et là, ça a été la première claque où je me suis rendu compte que c'est pas la forme de mon corps physique qui est liée à ma souffrance. Parce que pour une fois, j'étais normal et j'étais encore pas heureux, j'étais pas en paix avec moi-même et j'étais pas bien. Après, j'ai exploré aussi un peu le côté obscur de la force, si on pourrait dire. C'est que je me suis mis à, à être vraiment con. Alors, je sais pas, on va peut-être pas dire con parce que ça va être un truc sur YouTube. Donc, mais être d'une bêtise intense, intense avec d'autres. Euh, C'est une voilà. forme de vengeance en fait de ce que tu avais Ouais, vécu. ouais, oui, c'est pour ça que quand j'entends, j'ai des jeunes qui viennent me voir et qui ont une sagesse à leur âge qui est impressionnante. J'ai exploré profondément la bêtise sous plein de formes, plein de formes. Bien évidemment, derrière l'exploration de cette bêtise, il y a un côté à chercher à être heureux, à être bien. Donc j'attaquais les autres parce que j'avais l'impression, on peut parler d'ego, impression d'être mieux, mais c'était éphémère tout ça. C'était éphémère. Ensuite, il y a un événement, le deuxième événement qui a complètement retourné toutes les fondations que j'avais dans ma vie, c'est à l'âge de 21 ans, ma petite sœur de 19 ans, elle a eu un accident de moto. On préparait la rentrée scolaire. Moi, je rentrais en deuxième année de fac, elle rentrait en prépa. Et on fait les courses, on rentre chez nous. Et elle me dit, je vais faire un tour de moto, tu viens? Je lui ai dit, non, j'ai pas envie. Elle me dit, t'as peur, hein? Et là, c'est les derniers mots que j'ai entendus. Elle est jamais rentrée à la maison. Elle a eu un accident à 500 mètres de la maison. Donc j'ai été mis face à l'impermanence de la vie à 21 ans.
parce que j'avais mon grand-père qui était mort, mais quelqu'un qui meurt à 75 ans, c'était pas. Donc là, il y a déjà que j'arrivais pas à trouver ma place dans ce monde matériel où je devais trouver ma place, savoir ce que je vais faire dans ma vie, comment je vais gagner ma vie. Donc c'était déjà horrible avant. Après le décès de ma sœur, c'était encore pire. Parce que je me disais, alors attends, je vais travailler toute ma vie pour une pseudo-retraite, alors que tout peut se terminer demain, mais je sais pas ce que je veux faire, je sais pas qui je suis. Et surtout, je suis pas en paix avec moi-même, parce que pendant ce moment-là, j'ai un mental qui est tellement actif, tellement. Le moindre regard que je croisais de mon reflet quelque part, il y avait des jugements tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'était un enfer. J'ai très vite réalisé que la souffrance, elle était là-dedans. Et à partir de 2015, j'ai découvert un peu le monde spirituel. Donc la religion m'a beaucoup aidé pour faire le deuil de ma sœur. Et après, j'ai découvert ce qu'on appelle l'ego en 2015. J'ai exploré énormément le monde énergétique, le monde des énergies. Je nettoyais des endroits. C'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Je trouvais ça magnifique. Mais ma quête intérieure, c'était je veux être en paix. Et très vite, dans toutes les expériences que je fais, comme je ne les fais pas à moitié, j'y vais vraiment à fond. À un moment, il y a toujours une ouverture où ça me fait du bien. Et après, je me rends compte que non, c'est pas ça. Et donc, même dans le monde des énergies, je me suis rendu compte que c'était un monde qui était encore totalement duel, qui était aussi complexe que le monde matériel. Et je me suis dit, OK, je vais déjà essayer d'être en paix dans le monde matériel, puis après, le monde des énergies s'occupera de lui-même. Et je vais laisser ça à d'autres personnes. Et puis après, j'ai découvert. Il y a un livre en avril 2016, le Nouvelle Terre de Eckhart Tolle, où je l'ai lu. Et là, il y a eu une évidence de ce que signifiait être dans l'instant présent, être simplement présent. Et à partir de ce moment-là, ça s'est imposé. Je n'ai pas pu faire autrement que d'être dans cette forme de méditation active permanente. C'est-à-dire que si j'étais debout 8 heures par jour, j'étais dans cette pratique, j'essayais d'appliquer cette pratique du mieux. Et c'était quoi cette pratique? C'est que toutes les pensées ne sont pas moi. Et donc, que ce soit une pensée de haute vibration ou de basse vibration, je les mets au même niveau et je mets mon attention sur maintenant. Et dès que je décalais l'attention des pensées à maintenant, au corps, à la respiration, je goûtais une paix que j'avais toujours cherchée. Et techniquement, ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Et en fin d'année 2016, je regarde les vidéos de Mooji qui posent des questions assez fondamentales sur qu'est-ce qui perçoit les pensées. Avec l'enseignement de Tolle, j'avais vachement vu « je ne suis pas les pensées ». Mooji m'a ramené à qui observe la pensée. Et voilà, et en mars 2017, il y a eu ça s'est imposé que ce que j'étais avait toujours été là, que toutes ces méditations, ce n'est pas ça qui m'a apporté à voir ça, mais cette évidence de ce qui ne bouge jamais, qui est permanent. Voilà, certains appellent ça réalisation, illumination. Et puis par la suite, il y a encore plein de choses qui ont cramé, qui ont à l'intérieur des racines qui ont été mues. Et voilà, je peux pas faire plus court. Là où je suis vachement touchée, c'est cette intensité en fait dans ta pratique, c'est-à-dire que d'un livre, enfin visiblement tu n'as pas rencontré d'enseignant. Ça a été quand même assez rapide quand tu dis que tu découvres l'ego en 2015. Finalement, ça se passe un an après. C'était quoi? C'était tous les jours, tu étais dans cette pratique du maintenant. Tu t'es pas laissé une seule option de ne pas être là. C'est-à-dire que c'était une urgence presque de trouver cette paix. C'était quoi cette intensité? On sent vraiment que tu En pouvais pas fait, t'en échapper. j'avais pas le choix, en fait. C'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai fait une vidéo où je dis mes 7 pratiques spirituelles et dedans, il y avait clairement la notion de lire. J'ai pas rencontré physiquement, mais pour moi, Eckhart Tolle a été l'enseignant qui m'a accompagné parce qu'il a fait tellement de vidéos que quand je regardais des vidéos, je cliquais presque au hasard sur une vidéo et il répondait à une de mes questions. C'est-à-dire qu'il a tellement couvert, je pense, de sujets, il a répondu à tellement de questions. L'avantage, c'est que je comprends aussi l'anglais, donc j'ai pu voir ses vidéos en anglais, que ça m'a vraiment, vraiment aidé. Mais je n'ai pas pu, je sais pas comment dire. C'est ce que je dis aux gens souvent. Il y a beaucoup de personnes, je leur montre la peine maintenant. Je les invite à goûter cette paix, mais elle n'est pas reconnue. Elle n'a pas la valeur, la saveur. Les gens sont trop
sont trop fascinés par ce monde extérieur, par leurs rêves, j'ai atteint mes rêves. Je veux dire, j'avais un rêve qui est ce qu'il est, mais je rêvais, et ayant été difforme physiquement, d'avoir un corps de magazine. Et j'ai eu ce corps de magazine avec des abdos saillants alors que je faisais 140 kilos. J'ai atteint des fantasmes, des rêves personnels, des choses que je pensais inatteignables. Donc j'ai atteint mes propres Everest, pas tous, mais certains. Et je me suis rendu compte que quand on atteint son propre Everest, mon Dieu, on est seul au sommet. Ok, maintenant tu as un corps avec des abdos, et ensuite tu as des veines partout, et ensuite tu as une couverture de magazine. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es en paix? Eh ben non, pas du tout. Et donc, lorsqu'il y a eu cette évidence de qu'est-ce qu'est maintenant, enfin, de ce que signifie être maintenant, mais c'était même pas une urgence, c'est que c'était un nectar. C'est que pour la première fois, il y avait de l'espace. C'est que c'était waouh. Il n'y avait pas de questions. Il y avait bien sûr que, bien évidemment, le mental revenait avec des assauts, avec tout un tas de choses comme ça. Je me rappelle même, au bout d'un moment, il y avait un assaut du mental que je me souviens de manière formidable. Je ne sais plus si c'était en regardant Muji, mais il y avait la pensée, l'histoire qui se racontait, qui disait « Mais qu'est-ce que tu fous, Seb? Qu'est-ce que tu fous ?» Enfin, il y a tes potes, ils ont des CDI, ils ont des apparts, ils commencent à construire leur vie. Là, tu es assis dans un appartement, tu n'as rien construit. Qu'est-ce que tu fous à regarder un mec qui te pose la question « Qu'est-ce qu'il perçoit ?» Il dit « Mais réveille-toi, réveille-toi, c'est pas ça le monde. » Et cette pensée m'a saisi, tu vois, pendant quelques minutes. Et je n'avais pas la possibilité de faire autrement que ça. Donc il y avait clairement cette notion de nectar de maintenant, tu vois, de cette paix de maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait, j'ai plus les souvenirs exacts de tous les désirs, les processus mentaux qu'il y avait aussi, parce que bien évidemment que je me croyais être quelqu'un en train d'être dans une pratique. Au bout d'un moment, j'ai été dans une lutte avec la pensée. J'ai cru que c'était la pensée, donc j'ai cherché à ne plus penser. Donc voilà, il y a eu tout un tas de choses, mais il y avait cette notion ce mental a été tellement souffrant. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui ont des belles histoires dans leur tête. Moi, les belles histoires, il y en a eu, mais tellement peu. Et donc, quand j'ai goûté à la paix ou au silence de maintenant, waouh, ouais, j'étais prêt à sacrifier les quelques pensées positives que j'avais, les quelques pseudo-rêves. Allez, bien sûr que je les sacrifie. C'était incroyable. Ouais, c'est là en fait où on a la sensation qu'il y a eu un plongeon vers cet inconnu parce que c'était tellement souffrant par ailleurs. Est-ce que tu penses que finalement, on va dire que les gens qui sont sur ce chemin, mais qui ne, je ne sais pas si c'est un but en soi, mais en tout cas qui ne lâchent pas la croyance du personnage justement qui est sur ce chemin spirituel, c'est parce que on est quand même attaché à ce personnage, c'est parce qu'on est quand même attaché à nos histoires, c'est parce qu'il y a quand même une forme d'attachement ou d'amour même pour ce personnage qui est là, qui cherche. Est-ce que ça serait là un peu est-ce qu'il y aurait quelque chose à voir à cet endroit-là? Oui, on pourrait dire ça. Après, on peut pas faire de généralité. Les généralités sont toujours vraies à grande échelle, et puis à l'échelle individuelle, c'est toujours faux. Mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Ça passe pas tout le temps par la souffrance. C'est le cas pour, il semblerait, beaucoup de personnes. Mais là, récemment, j'ai une personne, il y a eu une sorte de basculement, mais elle n'a jamais fait de recherche. Elle est jeune, elle n'a jamais fait de recherche spirituelle. Elle n'a jamais voulu ça, et elle est en lutte contre ce qui est en train d'arriver. Et c'est très drôle, parce que bien sûr, il y a les anciennes structures, il y a encore la présence d'un ego, mais il y a clairement quelque chose qui s'est passé. Donc on peut pas faire de règles avec tout ça, mais clairement, la fascination pour nos rêves, pour l'avenir qu'on pourrait avoir, pour tout un tas de choses, clairement cette attache-là, certains ne sont pas prêts à les. Et c'est pour ça que je dis aux gens, et c'est pas pour rien que ça peut paraître paradoxal, mais je dis aux gens, mais réalisez vos rêves, allez à fond dans la matière. C'est pas pour rien, je ne fais pas partie des gens qui, après je sais pas, je connais pas tout le monde, mais qui dit n'allez pas dans cette matière, ne réalisez pas vos désirs. Je dis au contraire, allez-y,
Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de réaliser par soi-même une expérience, de savoir que ma joie, ma paix, mon amour, mon bonheur ne se trouvera pas dans ce monde matériel. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de stars, à beaucoup de gens célèbres qui atteignent leurs rêves et se retrouvent seuls. Ouais, Donc c'est pour ça. Vas-y. et qu'est-ce que tu fais justement j'ai vu une de tes vidéos là dernièrement sur l'ego spirituel. Qu'est-ce que tu fais de ceux pour qui justement le rêve ultime, c'est la réalisation du soi? C'est encore en fait finalement, tu vois, un rêve que le personnage va réaliser sa vraie nature, alors que c'est effectivement quand on entend tous les partages, c'est pas comme ça que ça se passe. Bah, c'est tout dépend ce que tu appelles réalisation. Ça veut dire que si le problème, entre guillemets, c'est qu'il y a pas mal de témoignages aussi sur internet, il y a pas de problème, hein, mais qui laissent miroiter, une sorte quelque chose, un événement qui Ouais. ferait qu'à chaque seconde, je serais dans une telle énergie d'amour dans chacune de mes cellules, qu'il y aurait, voilà, quelque chose qui serait, presque en termes de la sensation physique, incroyable. Il y aurait clairement, quelque chose de cet ordre-là. Bien évidemment que cet amour se trouve au sein de maintenant et qu'il n'est pas descriptible. Il y a même une joie qui n'est pas descriptible. Le problème, c'est que quand une personne, il y a pas, c'est pas péjoratif, hein, totalement lambda, ou même sur un chemin spirituel, entend oh, je suis débordé d'amour, débordé de joie et des choses comme ça, les gens interprètent en fonction de ce qu'ils connaissent de l'amour, de la joie et de la paix. Et c'est souvent leur plus grand obstacle, c'est cet amour, cette joie et cette paix, parce qu'ils ont une image. Prenons l'exemple très simple de la paix. Ils ont l'image que la paix, ça doit être quelque chose où on est totalement détendu, où l'esprit est serein, qu'il n'y a pas de tension, c'est calme, c'est agréable, une petite musique, et c'est ça la paix. Et bien évidemment que oui, ça c'est une forme de paix. C'est une paix qui peut se créer et qui peut s'obtenir, mais tout ce qui s'obtient disparaît. La paix dont je parle, c'est une paix qui est qui contient, qui est en dehors, qui la paix, elle est dans l'acceptation de manière équanime de ce qui se passe d'agréable en soi et de désagréable. Elle est dans l'acceptation, elle n'est pas dans la lutte. C'est pour ça que le désir d'être en paix peut amener de la non-paix. Donc pour revenir plus précisément à ce que tu dis vis-à-vis de ce fantasme De d'épée, réalisation. de réalisation, la question qui pourrait se poser, c'est qu'est-ce que tu attends? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passera le jour où soi-disant tu seras réalisé? Et là, tu observes toutes les histoires ou toutes les croyances qui se racontent. Non mais attends, le jour où Olivia elle est réalisée, oh là là, bah, je vais te dire que mais à l'intérieur je suis trop bien, il y a plus jamais de sensation. Je sais pas, les gens ont des idées parfois qui sont incroyables, mais voilà, le jour où il y a réalisation, bah alors moi j'ai plus de problème. Alors j'ai donc Et donc, non, et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a identifié toutes ces croyances? est-ce que tu es prêt à les lâcher déjà? Parce qu'il y a quelque part, il y a une forme de deuil. Je vends pas aux gens, la fin de leurs sensations négatives, de leurs émotions. Je vends rien de tout ça. Je leur dis: «Il y a une paix, il y a une joie permanente dans l'acceptation de ce qui est». Est-ce que, est-ce que c'est prêt à accepter ou pas, hein? Très souvent non. Et puis au bout Mmh. d'un moment, par épuisement, à force d'essayer de comprendre, de chercher, ça lâche Mmh. et on se rend compte que tout peut se goûter. Mmh. La tristesse se goûte et regardez à quel point la tristesse se goûte. Il y a des gens, ils se disent mélancoliques, ça veut dire qu'ils ont une espèce de tristesse, de d'amour pour un passé qui n'est plus là et ils chérissent cette émotion. Ils se définissent même avec. Donc ça se prouve, ça veut dire que même la tristesse est quelque chose qui se goûte. Il y en a qui se considèrent comme colériques, donc ils goûtent leur colère et il y a une part d'eux qui aime ça. Donc est-ce qu'on est prêt à tout goûter sans pour autant le retenir? Parce que Et le sans monde, s'identifier à ça non plus. C'est ça que tu bah sans le retenir, qu'est-ce que tu veux dire par sans le retenir? dans le sens, c'est que là, il y a quelque chose d'agréable qui vient. Le premier réflexe, c'est: «Ah bah, c'est à moi et puis j'aime bien».
Le problème, c'est que la vie est impermanente, donc ce qui arrive, qui est positif et qui est agréable, bah, je vais tout faire pour qu'il... Non, ne pars pas, ne pars pas. Et puis je souffre, je souffre. Je dis, pourquoi ça? Et voilà, elle est là, la souffrance. Et, c'est très zen, hein, c'est accueille ce qui vient, laisse partir ce qui part. Et on regarde que la vie n'est que changement, n'est que mouvement, et que ce qui m'apporte de la joie est source de ma tristesse plus tard, ce qui m'apporte du bonheur aujourd'hui est source de mon malheur demain. Et l'idée, c'est pas bon, bah alors ce monde n'est que souffrance, et du coup, je vais mettre une robe orange et je vais dans la montagne. Non, c'est d'être présent à chaque instant, en étant conscient que cet instant peut à tout moment se terminer, et que ça fait partie de l'expérience qui est vécue. Voilà. Il y aurait presque quelque chose de l'ordre de la distanciation où on aurait l'impression que, enfin, dans le risque en tout cas que je ressens par rapport à ce que tu proposes, ça serait que chaque chose qui est vécue, on le vit d'une manière tellement détachée qu'on n'est plus vraiment... tu vois, il y aurait presque ce risque-là, à tel point que on refuserait même peut-être des événements auxquels on devrait dire non. Enfin, non dans le sens... soit partir, se prendre une décision, par exemple, ou tu vois ce que je veux dire? J'entends très bien, j'entends très Cette bien. idée d'être tellement détaché dans l'arrière-plan, on l'entend aussi pas mal dans les partages, qui fait que finalement, on devient un peu vaporeux, quoi. Non, mais j'entends, et tout ça sont bien évidemment une interprétation du mental qui ne comprend rien. Et en même temps, c'est pas compréhensible. Donc il y a aucune... c'est tellement normal. C'est-à-dire que c'est ce dont je parle, c'est évident ici. Quand je parle d'accueillir ce qui est intérieurement, je suis pas en train de dire s'il y a quelqu'un qui est en train de te taper dessus, ton mari, ah oui, mais on est un, alors oui, je dois le comprendre. Mais non, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, alors n'écoutez pas ce que je suis en train de dire, mais voyez un chat. Voilà, un chat, il va vous apprendre la quiétude. Faites ça sur la tête d'un chat, et ben, ça va pas durer très longtemps. Il va très vite sortir les griffes et il va peut-être au début juste vous toucher, puis après il va clairement vous faire comprendre d'arrêter. Donc je suis pas non plus un béni oui. Tu peux dire non tout le temps. Ça dit non, ça dit non. Tu peux mettre les limites. Quand je dis, ça semble paradoxal, je dis vous n'êtes pas la pensée, vous n'êtes pas tout ça. L'idée c'est que la structure égotique naît par la séparation. C'est-à-dire que il y a moi et les autres. Quand je dis tout ce que tu observes, tu ne l'es pas, c'est-à-dire que je ne suis pas le micro, je ne suis pas cette caméra, je ne suis pas Olivia, je ferme les yeux, je ne suis pas les images que je vois, je ne suis pas les pensées, je ne suis pas l'émotion, je ne suis pas le corps. C'est qu'en fait, toutes les choses avec lesquelles l'ego pourrait s'attacher et s'identifier, tu lui dis tu ne l'es pas. Donc au bout d'un moment, il y a une dissolution, c'est-à-dire que vu qu'on ne peut pas décrire ce que l'on est, c'est impossible, on peut décrire tout ce que l'on n'est pas. Et ça fait partie d'une des enseignements, des pratiques qui peuvent être faits. Et bien évidemment, cette pratique doit être pratiquée si ça vous parle ici. Et c'est la pratique du je suis rien. Et il y a l'autre pratique qui est je suis tout. Je suis tout. Qui sommes totalement opposés au je suis rien. Et c'est donc je suis la pensée. Et si je suis la pensée, je suis aussi l'émotion, mais je suis aussi le corps, mais je suis aussi Sébastien que je regarde. Je suis aussi ces écouteurs, je suis aussi la table, je suis aussi... je suis tout. C'est qu'il n'y a pas de séparation. Pareil, encore une fois, l'ego, c'est dans la séparation. S'il devient tout, il est plus séparé de rien. Et à chaque fois, c'est une dissolution de la croyance d'être séparé. Donc, quand tu réalises le rien, j'ai du mal à prononcer le nom de ce sage, c'est Nisargadatta, je crois. Nisargadatta Maharaj. Voilà, parfaitement. Je devrais prendre des cours pour le prononcer, mais il dit que quand tu réalises que tu n'es rien, c'est la sagesse. Quand tu réalises que tu es tout, c'est l'amour. Et en tout cas, cette évidence, pour moi, ça a été d'abord, dans un premier temps, de réaliser que je n'étais rien. C'est un peu l'image que je donne, c'est des écouteurs. Vous avez deux paires d'écouteurs qui sont emmêlés. Ce qui peut être intéressant, ça parle pas à tout le monde, c'est peut-être de séparer ces écouteurs et de voir, ah oui, d'accord, donc là, il y a la pensée, là, il y a l'émotion, et donc, je suis pas ça. Voilà. Et dans un second mouvement, c'est de réaliser, mais bien évidemment, que tout ça apparaît au sein de ce que je suis et qu'il n'y a aucune séparation et aucun rejet avec rien. Mais j'entends ce que tu dis quand tu dis que quand il y a cette distanciation, on a l'impression que les choses ne sont pas vécues comme si
comme si, on était vaporeux, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Mmh. alors que l'invitation, elle est d'être pleinement présent à ce que tu fais. Je veux dire, quand tu es présent avec ton ami et que tu lui touches la main, mais touche-lui vraiment la main. Si tu lui fais la bise, sois vraiment présent. C'est-à-dire que j'invite pas les gens à se désincarner, à sortir de leur corps et dire: «Je suis pas ce corps» et tout ça. Je sais pas, au contraire, c'est d'être tellement présent, ancré dans dans les sens, mais c'est être présent au sens, pas à l'interprétation que le mental fait des sens. Et c'est là où il y a toute la différence. C'est quand tu es présent à quelqu'un au toucher, mais il y a pas une expérience qui est plus vivante que ça. Il y a rien de plus vivant que ça, rien. Donc tu es tout sauf vaporeux, mais après j'entends, il y a des gens qui interprètent ça et qui se perchent à des années-lumière, ils sentent plus leur corps, ils sont mais c'est pas ça non plus, quoi. Enfin, et c'est des voix, hein, c'est bien. Mmh. Toujours expérimenter, en fait, c'est aussi un de tes messages, c'est que c'est allez-y, à partir du moment où vous avez compris quelque chose, expérimentez-le et voyez ce qui se passe, pour vous. J'avais aussi envie de parler, voilà, toujours dans cette, idée de sagesse, de mettre de la sagesse ou de la compréhension, peu importe. J'aurais envie de parler du couple comme un chemin un chemin d'enseignement, en fait. Je sais qu'en tout cas, toi aussi tu l'as vécu comme ça. Toi aussi tu penses que le chemin à 2, c'est un chemin, d'apprentissage et de oui, d'apprentissage sur soi, d'apprentissage sur la vie. Est-ce que finalement, l'autre qui est à côté de nous, qui est aussi une expression de cette conscience, de la présence de la vie, pourrait être notre enseignant? Oui, oui, et ce qui est beau, c'est que tout peut être source d'enseignement, tout peut être chemin. Donc, bien évidemment, le couple est une infinité des variantes, le travail peut être une voie de réalisation, la violence peut être une voie de réalisation, tout. Parce qu'au final, la relation est quelque chose qui nous ramène à soi. C'est pas quelque chose qui est en dehors de soi. Donc, par définition, tout peut nous amener. Et, et je sais que avant de connaître l'expérience du couple, encore quelque chose que j'ai cherché toute ma vie, euh, bah, c'est vrai que j'étais vachement en paix avec moi-même, quoi, j'étais bien. Et puis un jour, j'ai découvert le couple. C'était avant, c'était pendant tes pratiques du moment présent? C'était déjà tu Pas avais pas pas déjà, du découvert les pas du tout, pas du tout. Mais j'avais déjà la croyance d'être vachement en paix avec moi-même, tu vois? Parce mmh. qu'en fait, à qui j'étais confronté? À des inconnus dans la rue, à mes amis et voilà, j'avais l'impression que le travail que j'avais fait sur moi-même, où il y avait pas encore cette notion de moment présent, de tout ce que je vous ai raconté, c'était pas encore là. Et je rencontre quelqu'un et là, waouh, ça a été le, volcan. C'est-à-dire que tout ce que toutes les c'est ce que je dis, c'est que tes parents, ta famille, tes frères, tes sœurs, tes amis, en tout cas pour moi, tu peux encore entretenir une image, tu peux encore ne je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'avec le couple, en tout cas c'est ce que j'ai vécu, tu peux pas te cacher. C'est, tu peux pas te cacher et donc toutes les insécurités, toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, toutes les choses, alors là, sont remontées et c'est là où les choses sont formidables parce qu'à l'intérieur de ce petit corps-là, il y en avait des tas. Parce que comme le couple était une sorte de rêve, il y avait aussi beaucoup d'illusions, de programmation que j'avais vis-à-vis du couple, vis-à-vis de ce que j'avais vu, compris. Enfin bon, tout est remonté et c'est là où la vie est d'une perfection parfaite. C'est que, 2 mois après le couple, c'est là où je réalise ce que signifie d'être pleinement maintenant. Et donc, ça m'a permis de mettre en lumière énormément de choses. Énormément de choses. Je dis souvent que, la femme avec qui je vis, a été mon et est mon maître spirituel parce que, le but d'un maître spirituel est de te montrer tout ce que tu ne vois pas. Et donc à travers ses comportements, ses questionnements, sa vision des choses totalement différentes de la mienne à certains niveaux, et ben, il y avait des frictions, il y avait des incompréhensions, il y avait des remontées émotionnelles incroyables. Et donc la pratique de l'instant présent, avec tout le corps de souffrance émotionnelle qui s'active. Mais comment elle ose me parler comme ça? Mais elle se prend pour qui? Je peux pas rester dans cette relation, il faut absolument que je m'en aille, c'est n'importe quoi. Eh bien, eh bien tout ça, ça commence à être vu, ça peut être accueilli
quand Tollé disait: «Le corps de souffrance, vous l'observez, vous sentez cette énergie monter, ces dialogues arriver, vous allez voir que vous avez la possibilité, à un moment, de jouer ce scénario, de ne pas le jouer». Et donc j'ai fait des expériences. C'est-à-dire que je voyais que, de son côté, il y avait émotionnellement quelque chose qui s'activait, qui était de la colère et tout ça, qui était dirigé, vers moi, et je sentais donc cette même énergie qui voulait se défendre. Et donc je ne jouais pas le scénario qui se disait, les pensées, «Tu te prends pour qui? Tu t'es vu toi? Et toi là, tu as vu quand tu as fait ça?» Donc ça, je jouais pas, c'était présent, j'observais que c'était là, OK, et je voyais que de son côté, les choses s'apaisaient. C'est-à-dire que vu qu'il y avait pas de résistance, et puis d'un seul coup, je me disais: «Bah tiens, je vais jouer cette énergie». Et donc je disais: «Mais de toute façon, tu t'es vu toi aussi», et là, d'un seul coup, je voyais que pouf, ça réexplosait fois 1000. Et donc j'ai vraiment expérimenté le pouvoir du moment présent. C'est cette capacité à être présent avec ce qui est, et au bout d'un moment, il y a une sorte de choix d'expérimenter ou pas, et bien sûr que j'invite les gens à expérimenter. Là, j'ai une personne qui veut expérimenter de retomber à fond dans l'expérience du personnage, et j'y ai donné toutes les clés pour qu'elle se réidentifie à fond là-dedans. Parce qu'il y a personne à sauver en réalité, et que la conscience, elle est parfaite telle qu'elle est. Peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, tu es déjà ce que tu es. Mmh. Et c'est ça qui peut être perturbant heu, d'un point de vue mental. C'est que l'éveil ou la réalisation, c'est pas quelque chose de nouveau. Heu, c'est pas c'est déjà là maintenant, et ça a été là depuis toujours. Mmh. Ce qui nous empêche de le voir, c'est vraiment cette identification, aux pensées et à ce qu'on croit être, en fait, c'est principalement ça. Oui, c'est toutes les attentes, voilà, c'est les identifications à tous ces schémas mentaux, les attentes que l'on a. Combien de gens ne se considèrent il y a une notion dans l'illumination, dans la réalisation du soi, de mérite. On a souvent l'image de quelqu'un qui a médité pendant 20 heures par jour pendant 20 ans. Mmh. On a beaucoup l'idée de quelqu'un, d'un sage, qui aurait purifié ses structures mentales et tout ça, et bien évidemment, c'est des choses que je peux inviter les gens à faire, bien évidemment. Mais il y a clairement une notion d'accomplissement, de réussite, d'un point de vue extérieur, hein. Il y a une notion ça n'arrive pas à n'importe qui. Si ça arrivait à tout le monde, bah, ça se saurait. Donc l'histoire dans la tête qui dit: «Ouais, si j'étais réalisé mon pote, bah, je le serais, hein». J'aurais pas cette vie de merde, je serais pas là avec, mes problèmes, je serais pas là avec, mon mari qui, voilà, donc je veux dire, je serais réalisé, je le serais mon coco. Donc, tu es gentil avec tes histoires, mais ça marche pas, et il doit y avoir autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et tout ça, bah, c'est accepter aussi l'humanité qui est là, avec tous ses défauts, toutes ses qualités. Bien évidemment que je n'incarne aucune forme de perfection à aucun niveau que ce soit. Aucun, aucun, aucun. Et donc Oui. et donc c'est pour ça que le plus dur pour les gens, c'est qu'il y a le fantasme de l'être réalisé Mmh. parfait. En Mmh. tout cas, je l'ai eu, hem et heu Et ça peut être une forme d'obstacle, parce que: «Seb, comment je peux être réalisé? J'ai tellement de jugements en moi, j'ai tellement d'émotions négatives, j'ai tellement de croyances limitantes, j'ai tellement tout ça». Déjà, quand on dit: «J'ai», tu possèdes pas tout ça, c'est des choses qui apparaissent au sein de toi. Donc Belle invitation à aller regarder justement tout ce qui se présente. Je voulais juste revenir sur cette histoire du couple où tu disais: «Je voyais tout ce qui était en train de se jouer et je pouvais choisir d'y aller ou de ne pas y aller». Je reprends encore tout à l'heure, cette question du à quel moment on doit agir ou on décide de pas agir quand quelque chose doit être changé, tu vois? Parce que dans cette compréhension du «l'autre est mon enseignant spirituel», on peut aussi gentiment et tu reprenais l'exemple du chat tout à l'heure où il finit par donner un coup de griffe quand on l'embête trop, mais de finir par tout accueillir en fait tellement que, et c'est pour ça que je parlais d'être vaporeux, au moment où on doit dire non, au moment où on doit se prendre en fait finalement
la défense de notre défense, en fait, on le fait pas parce que ce sont que des pensées, je vois passer les pensées, ce ne sont pas des pensées, ça n'est pas mon corps, ça n'est pas moi, donc je fais rien. Enfin, tu vois Ouais, la petite. c'est À la quel moment conclusion qui est jamais bonne. C'est la conclusion, c'est à, donc je ne fais rien. C'est à quel tout. moment on agit en fait? À quel moment on agit parce que je prends suffisamment au sérieux ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est là où je trouve qu'il y a une nuance qui est quand même un peu. C'est toujours pareil, c'est le problème des partages. C'est que je partage une expérience qui est vécue, mais cette expérience qui est vécue, elle est basée aussi sur tout un tas d'évidences qu'il y a ici. C'est qu'il y a l'évidence ici que je ne peux pas me tromper et que je ne peux pas être sur une mauvaise voie. Parce que j'ai réalisé que toutes les fois où j'ai cru me tromper, où j'ai cru faire des mauvais choix, c'était faux. Il y a eu l'illusion de faire des bons et des mauvais choix s'est écroulée. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux aller à fond dans n'importe quelle expérience parce que je sais que l'expérience, ce qui est intéressant, c'est ce qui est vécu maintenant, c'est pas le résultat tant de l'expérience. Donc, il y a déjà cette évidence que je peux pas me tromper. Je ne crois pas entre une bonne et une mauvaise décision. Parce que ce qui peut être une mauvaise décision aujourd'hui peut être la meilleure que tu aies prise plus tard, et vice-versa. Combien de gens célèbrent leur mariage, combien célèbrent leur CDI, et 6 mois après, ils sont en dépression parce que ça ne se passe pas bien. Donc, cette notion de bon et de mauvais choix, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cheval blanc, mais si vous ne la Si, si. connaissez pas, allez la voir, parce que pour moi, c'est la vie, c'est ça. C'est que tout ce qu'on croit être un bon choix à un moment donné se retrouve être un mauvais, et puis après, ça peut se retrouver être finalement un bon, et puis ainsi de suite. Donc, quand je partage... Et puis, a-t-on vraiment le choix aussi? Ça, c'est... Voilà, on peut... Non, mais si on a 2 heures, on peut y aller. Hein, mais... Non, vas-y, continue. Mais donc, tu vois, il y a des choses. Il y a aussi ce côté où j'ai besoin d'aller au bout de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où dans ma tête, lorsqu'il y a eu des émotions, et ça, il a dit, mais je ne peux pas continuer cette relation. Mais la manière dont je fonctionne, c'est que je sais que ça peut paraître bizarre parce que, par exemple, quand je faisais des protocoles alimentaires, je le suivais à 100% au gramme près. Parce que je me disais, si je le suis à 99%, c'est peut-être les 1% qui feront la différence. Donc, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit que tout le monde n'a pas. Et je ne veux pas que tout le monde ait cet état d'esprit. C'est juste que j'ai expérimenté des choses. Bien évidemment que ce que je parle dans le couple n'est pas du tout applicable avec tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être violents, qui ont peut-être des volontés de manipuler. Je savais que la personne avec qui j'étais n'avait pas de volonté de me manipuler. Je savais qu'au fond, elle m'aimait réellement. Et je voyais qu'en fait, ce qui matchait pas, c'est qu'il y avait... à chaque fois que ça partait, c'est que je sentais que de mon côté, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, que je ne voyais pas. Donc c'est pour ça que j'ai pu, en rigolant, l'appeler mon maître spirituel. Et dire, elle l'a jamais su. Enfin, elle l'a su après, mais... si je parlais pas de tout ça, c'est quelque chose qui était là. Je sais pas. Personnel. Voilà, si on pourrait dire ça de cette forme-là. Donc, bien évidemment que ce n'est pas applicable par tout le monde. Il y a tout un tas d'évidences qui font que je vis ces choses-là de cette manière-là. Mais à aucun moment, je dirais aux gens, prends ton conjoint comme maître spirituel. Très souvent, aux femmes, je leur dirais plutôt de mettre la limite plutôt que de ne pas la mettre. Et plutôt aux hommes de leur dire ne mettez pas de limite et acceptez les choses. C'est-à-dire qu'il y a voilà, pas de généralité. C'est vraiment, là, quand je vous partage quelque chose, c'est d'ordre individuel, d'expérience personnelle. Mais je ne suis pas là pour dire c'est la voie, vous devez suivre cette voie-là. Bien évidemment que non. Il nous reste quelques minutes, Seb. Je voulais juste peut-être si tu avais un mot sur ce qui est en train de se vivre à l'échelle globale, vu toi qui as lu Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle. Est-ce qu'on est en train de vivre quelque chose qui invite chacun à justement à sortir un peu de ses croyances, à aller voir plus à l'intérieur? Est-ce que ce temps de confinement c'est un peu cette invitation qui nous est offerte comme une grande occasion? Alors j'ai lu le livre, mais j'ai une propension à oublier les choses qui est toujours incroyable, que ce soit les films. Ouais. Donc je me souviens plus vraiment de tout ce qu'il doit dire. Je crois qu'il doit parler, oui, de l'avènement de la nouvelle conscience. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et oui,
oui, tous les événements. Mais de toute façon, n'importe quel événement nous invite à ça, hein. Ton voisin qui descend pas sa poubelle et ça pue dans l'appartement et puis tu comprends pas. Enfin, tout invite à ça. Donc là, à l'échelle globale, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a des restrictions de Mmh. liberté, des Mmh. restrictions. Et donc oui, il y a plein de gens qui vont ouvrir les yeux sur plein de choses. Et oui, et c'est pour ça que il y a une forme toujours de perfection, là-dedans, et je vois les souffrances à travers lesquelles j'ai été avec des états d'esprit et tout ça, qui d'un point de vue extérieur étaient complètement fous parfois, mais c'est aussi grâce à ça que ça m'a permis quand j'ai expliqué que j'étais dans une forme de méchanceté, côté obscur et tout ça, où j'étais dans la bêtise, eh bien ça a été précieux aussi parce qu'il y a une expérience qui en est tirée de ça. Il y a une expérience de vie, un recul, une sagesse qui est née de tout ça, et je crois que oui, ce qui est en train de se il semblerait que oui, il y ait de plus en plus de souffrance. Cette souffrance va amener en général 2 scénarios, il y en a beaucoup plus, mais un où on commence à retourner vers soi et 2 où on continue, la lutte, avec Mmh. l'extérieur, on renforce l'identité, Mmh. et les Mmh. expériences de vie très souvent fissurent la coquille de l'ego, les ruptures, les licenciements, toutes ces choses-là, et il y a une ouverture à les voir. Et puis parfois, ce qui se passe dans de nombreux cas, c'est que l'ego se reconstruit encore 3 fois plus fort Mmh. autour. Donc il y aura tout. Il y aura, les gens qui vont se retourner à l'intérieur et d'autres qui vont continuer à projeter à l'extérieur. Mmh. Mmh. Et dans ce moment, voilà, on va conclure, tout doucement. On sait qu'on peut te retrouver le lundi. Alors, est-ce que tu continues à faire des pratiques? Donc, il y a une pratique de méditation et de questions-réponses les lundis Mmh. et avec toi, et le jeudi aussi peut-être, est-ce que tu continueras à le faire, pendant le temps du confinement? Alors, oui, j'ai fait 2 chaînes YouTube. Il y a une chaîne où je partage toutes les vidéos, Les heu enseignements? voilà, oui, on peut dire ça si on veut, et une deuxième chaîne qui est 100 consacrée aux événements en direct où on médite ensemble et puis on peut échanger. Donc on va dire que la première chaîne, c'est un peu, voilà, je découvre des choses, tiens ça me parle, non, non, ça me parle pas, mais ça me parle, donc tiens, je vais essayer d'expérimenter cette chose-là. C'est intéressant, je vais l'expérimenter, et tous les lundis soirs à 21h, bah, c'est un moment où on peut se retrouver et puis me dire: «Bah, tiens, toi Seb, j'ai expérimenté ça, mais ça j'ai pas compris, ça j'ai Mmh. fait», donc c'est un Voilà, on contact peut te poser des questions. Voilà, en on peut te direct poser. sur absolument tous les sujets, et ça commence toujours par 20 minutes de méditation, et cette méditation n'a aucun but. On est simplement présent, et j'aime bien dire que c'est 1 heure où on met son téléphone de côté et on est simplement présent à soi, et s'il y a pas de questions dans le chat, je vais pas animer, je vais simplement rester présent, avec ceux qui sont là, et oui, j'en rajoute une séance le Le jeudi à jeudi. 21h, donc voilà. Super. OK, mais merci beaucoup Sébastien. Merci pour tous ces partages. Merci à toi. Eh ben merci à Olam Life, et puis merci à toi Olivia aussi pour Je t'en prie. ton invitation et ce moment, ouais.